Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Géopolitis, dont voici le sommaire. Il s'agit de la ressource naturelle la plus exploitée dans le monde après l'eau, le sable. Son extraction est estimée à près de 50 milliards de tonnes par an. Il est particulièrement convoité par le secteur de la construction, très demandé aussi par certains pays comme Singapour, qui ne cessent de gagner du terrain sur la mer. Cette surexploitation est la source de nombreux problèmes et de potentielles tensions. L'absence de réglementation internationale favorise le marché noir, exemple au Cap-Vert, où de nombreuses plages se transforment en carrières. Nous irons aussi au Vietnam, où la demande en sable a explosé. L'épuisement des réserves provoque une rapide érosion des berges et un désastre environnemental. Des centaines de milliers de personnes sont menacées par ces effondrements. Vous avez peut-être profité de la plage lors de vos dernières vacances, sans imaginer qu'elle était menacée de disparition. C'est difficile de le soupçonner, mais en réalité, le sable se raréfie et l'immense majorité des plages dans le monde recule inexorablement. Pour le comprendre, il faut se tourner vers l'énormissime demande en sable. Car oui, cette matière est bien la ressource naturelle solide la plus exploitée de notre planète. Le secteur de la construction est particulièrement gourmand en sable, ses grains se cachant dans la composition du béton. L'appétit est gargantuesque, or le sable n'est pas inépuisable. On vient toucher là, une fois de plus, aux limites planétaires. Sa surexploitation provoque, vous allez le voir, un cercle vicieux. En attendant, le marché mondial a explosé et le sable est devenu une arme stratégique. Nous recevons dans un instant l'un des spécialistes mondiaux, Pascal Peduzzi, affilié au programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais tout d'abord, les faits et les chiffres grâce à Mélanie Oyon. Il navigue de jour comme de nuit, au rythme des marées. Au large de l'île d'Oléron, ce navire aspire du sable au fond de l'Atlantique, dans un périmètre d'un peu plus d'1 km² et jusqu'à 45 mètres de profondeur. On aspire un mélange d'eau et de sable qu'on remonte dans le navire, dans la cale. Le sable, par gravité, descend au fond de la cale. L'eau repart en mer via des déverses. Ce plus grand cargo sablier français peut transporter plus de 4000 tonnes de sable jusqu'au port. En Ouganda, dans cette région près du lac Victoria, les entreprises opèrent dans des mines à ciel ouvert. Au bord de cette rivière au Venezuela, tout se fait à la force des bras. Artisanale ou industrielle, l'extraction de sable représente environ 50 milliards de tonnes chaque année dans le monde. La demande a triplé en 20 ans. Les États-Unis sont les champions des exportations en valeur, avec l'an dernier près d'1 milliard de dollars. Suivent les Pays-Bas, le Cambodge, puis Allemagne, Belgique, Mozambique, Malaisie, France. Les premiers importateurs, Singapour, Canada, Chine et Vietnam. Le fond des mers, le lit des rivières, des fleuves et les côtes sont les lieux les plus convoités. Car tous les sables ne se valent pas. Celui du désert, modelé par le vent, est bien trop lisse et trop fin pour une exploitation par le bâtiment. Singapour, une croissance exponentielle. Le pays a agrandi son territoire sur la mer de 25% depuis les années 60. Et pour ça, il a fallu des quantités astronomiques de sable, importées notamment des pays voisins. Tout comme Dubaï, ses tours et ses gratte-ciel, réalisés essentiellement avec du sable australien. Sans sable, pas de béton, la construction en a fait sa ressource de prédilection. 200 tonnes pour une maison individuelle, 3000 pour un hôpital, 30 000 pour un seul kilomètre d'autoroute. Le sable est partout, dans les composants électroniques des smartphones, les panneaux solaires ou le verre. Ou encore dans l'extraction des hydrocarbures. Cet immense tapis roulant traverse les champs de pétrole du sud-ouest américain. Depuis des carrières au Texas, il achemine sur 67 km des millions de tonnes de sable nécessaires à la fracturation hydraulique.
Des besoins continus, mais des ressources naturelles qui mettent des milliers d'années à se régénérer. Alors des entreprises, comme cette société coréenne, se sont spécialisées dans la fabrication industrielle de sable, à partir de roches concassées ou de résidus miniers. Une solution sur laquelle la Chine mise tout particulièrement pour poursuivre la croissance effrénée de ses projets immobiliers. Selon une étude, 80% de ses besoins seraient aujourd'hui assurés par cette alternative. Pascal Peluzzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Genève en sciences de l'environnement. Vous êtes aussi directeur du GRID Genève, qui est la base de données sur les ressources mondiales affiliée au programme des Nations Unies pour l'environnement. On a donné ce chiffre de 50 milliards de tonnes par année. Le sable est surexploité. Vous alertez sur cette situation depuis des années. Oui, et parce que c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, comme ils disent en anglais. Donc 50 milliards de tonnes, c'est difficile à réaliser. Ça ferait l'équivalent d'un tas de sable et de gravier qui ferait 27 mètres de haut, 27 mètres de large et le tour de l'équateur chaque année. Donc c'est vraiment une somme de matériaux gigantesques. Et puis c'est le matériau le plus solide qu'on exploite le plus au monde. La première ressource en fait qu'on utilise, après l'eau, si on compte, mais l'eau elle est circulaire, elle se régénère, alors que le sable, une fois qu'il est emprisonné dans le béton, c'est plus du sable, il est perdu. Donc c'est vraiment un enjeu très important et qui pourtant est un peu oublié. Il est tellement partout qu'on ne le voit pas. C'est le héros invisible de notre développement. Sans lui, pas de route. On l'a vu dans le reportage, pas de route, pas de pont, pas d'école, etc. Donc tout ce qui est matériaux, mais aussi pas de service du sable, toute cette protection qu'il nous donne pour filtrer l'eau, pour protéger contre les vagues de tempête, pour le soutien à l'écosystème. Donc on a cette relation étrange avec ce sable. Alors on commence à y être sensibilisé à cette problématique. Une définition d'abord de quel type de sable parle-t-on exactement ? Alors le sable, c'est une taille de matériaux. Donc, quand on va varier d'un pays à l'autre, la norme, mais disons en Europe, c'est plus que 2 mm, on va dire que c'est du gravier, et puis moins de quelques microns, après c'est des limons ou des argiles. Donc le sable, c'est cette granulométrie qui est entre ces deux tailles. Et puis le sable, la composition du sable va dépendre de la roche-mère. Si c'est du basalte, ça fait ce sable noir. Si c'est des coraux, donc ça peut aussi être d'origine organique, comme les coraux ou les coquillages. Là, ça va faire de ces plages de sable blanc qu'on connaît bien, qu'on apprécie. Ou le sable doré, qui est typiquement du silica, donc du quartz. Donc ça va dépendre vraiment de la roche-mère qui va donner lieu à cette composition chimique. Et la taille va donner c'est du sable ou bien du gravier. Mais tous les sables ne se valent pas en termes de construction, par exemple. On l'a vu dans le sujet. Dubaï, par exemple, importe énormément de sable. Pourtant, Dubaï est entouré de désert. Dubaï, Singapour ont besoin de sable pour pouvoir s'étendre sur les mers. On parle de poldérisation, mais la poldérisation, ça fait au détriment des pays voisins. Souvent. Des pays voisins et des écosystèmes, évidemment. Donc effectivement, quand Singapour importe du sable d'Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie, du Cambodge et encore plus loin, ça va affecter les écosystèmes de ces pays-là, voire faire disparaître des îles, comme c'est le cas en Indonésie. Donc ça peut changer, ça peut être un problème diplomatique, parce que si on perd des îles, on perd en fait de l'eau territoriale, soit de l'eau nationale, soit de la zone économique exclusive. Et puis, d'autres pays vont agrandir leur territoire sur la mer pour faire un aéroport, voire des bases militaires. Donc ça peut être un enjeu extrêmement stratégique. Cette dimension si stratégique, je pense particulièrement à la situation en mer de Chine méridionale, celle donc de revendiquer des territoires. On redessine les cartes en créant des îlots artificiels. Et là, il faut du sable. Voilà, c'est l'inverse de ce que je disais en Indonésie. Là, on perd des îles et donc on perd du terrain. Si on crée des îles artificielles et qu'on y met des habitants, ça permet de revendiquer en fait ce territoire. Alors après, c'est contesté du point de vue international parce que dans les eaux internationales, on n'a pas le droit de créer du territoire et de le prendre à d'autres. Mais c'est la géopolitique actuelle qui est en place. Donc le sable peut devenir une arme. Alors, typiquement, si c'est pour agrandir des territoires et pour mettre des bases militaires, clairement. Alors, quoi qu'il en soit, le sable représente un énorme marché mondial. Il y a les pays qui importent en masse, d'autres qui en ont fait une industrie d'exportation, avec en parallèle un trafic illégal qui se développe. Nous partons pour le Cap-Vert, au large de la côte ouest africaine. L'archipel et ses plages attirent de nombreux touristes, mais le bord de mer est toujours plus défiguré. Reportage Pierre Moret. Ces plages étaient jusqu'ici le trésor de l'archipel du Cap-Vert. Des baies interminables prisées par les touristes du monde entier. Mais de nombreuses plages ressemblent aujourd'hui à des carrières à ciel ouvert. Les autres arrivent ou elles sont déjà là-bas ? Comme des forçats
Chika et sa fille Kelly grattent le sable jusqu'à 6 heures par jour. On le fait pour manger et envoyer nos enfants à l'école. Il n'y a pas d'autre travail ici. Ça fait 40 ans que je fais ça. 40 ans que je me casse le dos à ramasser du sable. Bassine après bassine, le sable doit être remonté sur la plage. Des dizaines de kilos sur la tête à chaque voyage. Un travail traditionnellement réservé aux femmes. Pour nous, les femmes, c'est dur de trouver du travail. Il y a beaucoup de femmes seules. Elles n'ont pas le choix pour s'en sortir. Elles ne peuvent compter que sur elles seules pour faire vivre leur famille. Chika gagne péniblement 25 francs suisses par mois. Son activité, totalement illégale, est pratiquée par des centaines de femmes au Cap-Vert. Les autorités ferment les yeux et des acheteurs viennent se fournir ici en sable à prix cassé, 2 fois moins cher que dans le commerce. Toutes ces maisons-là ont été construites avec du sable qui vient de la mer. Selon ce géologue, les clients des ramasseuses de sable sont des particuliers et des entreprises du BTP qui le transforment en ciment. Avec l'afflux de touristes, le Cap-Vert connaît un boom immobilier sans précédent. Sur cette plage totalement pillée de son sable, les conséquences écologiques sont irréversibles. Il n'y a plus de sable. Il faudra des siècles pour qu'il y ait de nouveau du sable sur ces plages. Sur ces plages, développer le tourisme est désormais devenu impossible. Une catastrophe dans un pays où le tourisme balnéaire représente plus de 25% de l'activité. Vous voyez ici, ces hôtels ont fermé leurs portes. Les plages ont perdu de leur intérêt. Sans les plages, on ne peut plus attirer les touristes et les investissements hôteliers n'ont plus de sens. La prise de conscience est lente mais réelle. Les habitants le savent, sans sable, ils se retrouvent privés de la principale ressource de l'archipel. Pascal Peluzzi, ce reportage illustre bien le cercle vicieux, l'aberration d'un système mondial, dans le fond. Ces plages sont menacées pour extraire ce sable, pour pouvoir construire des infrastructures qui vont accueillir notamment des touristes qui veulent se rendre à la plage. Ça n'a pas tellement de sens, effectivement. Non, c'est vraiment un conflit d'intérêts entre l'immobilier qui veut investir, se faire de l'argent rapidement, et finalement ceux qui vont être l'utilisateur de ces immobiliers qui ont, eux, besoin de la plage pour attirer des touristes. Donc on est dans ce paradoxe, effectivement. L'encadrement de l'exploitation du sable est forte dans certains pays, inexistante quasiment dans d'autres. Il n'y a pas de réglementation internationale ? Non, c'est fait souvent au niveau national, voire sous-national. Par exemple, en Inde, au niveau des provinces, que c'est légiféré. Dans la plupart des pays, c'est légiféré au niveau des pays. Dans certains pays, il n'y a quasiment pas de limitation, il n'y a pas de droit du sable. Et quand bien même il y a interdiction, par exemple, d'exploitation sauvage, elles peuvent être transgressées. Il y a du trafic illicite, on l'a vu dans le sujet. Le marché noir semble très lucratif, pour certains du moins. Alors, pour ceux qui sont la tête de ce marché noir, on l'a vu dans le reportage, 25 francs par mois, c'est vraiment pas très lucratif pour ces personnes très pauvres qui n'ont pas d'autre option finalement que d'extraire du sable. Donc lucratif, oui, pour les gens qui organisent, qui rassemblent ces grandes quantités. Après, c'est vraiment aussi beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc là, on a aussi un impact sur les autres moyens de subsistance. Par exemple, les femmes qui vont prélever des crabes pour les vendre au marché, les hommes qui vont à la pêche. Une fois qu'on enlève le sable, il n'y a plus de crabes, il y a moins de poissons et souvent les villageois doivent partir de leur village et aller vers les villes. Donc c'est lucratif pour certains et évidemment appauvrissant pour d'autres. Impact social, impact environnemental. Les plages sont le théâtre d'un pillage finalement systématique. Alors déjà, elles sont menacées par la hausse des niveaux des mers avec une érosion côtière qui affecte l'ensemble des plages de la planète. Mais si en plus on vient causer de l'érosion mécanique en extrayant du sable pour la construction, il y a plusieurs impacts. Déjà, le sable, c'est notre première ligne de défense contre les aléas naturels. Donc si on commence à l'extraire, on va baisser ce niveau de protection contre les vagues de tempête, contre l'infiltration d'eau salée dans nos aquifères côtiers. C'est-à-dire que le sable, il a aussi un service écosystémique très important. C'est-à-dire que c'est lui qui filtre l'eau, c'est les nappes phréatiques dans lesquelles on va pomper notre eau, c'est du sable et des graviers. Donc si on enlève cette plage, on est en risque de salinisation des nappes phréatiques côtières. On enlève justement ce barrage naturel. On va le voir justement dans ce sujet. Aucune région du monde n'échappe à l'exploitation intensive du sable et à ses conséquences dramatiques. C'est le cas notamment au Vietnam, où les besoins en sable ont explosé. Dans le delta du Mékong, la rapide érosion des berges, due à l'épuisement des réserves de sable, menace des centaines de milliers de personnes. Nathalie Boujard.
Près de l'embouchure du plus long fleuve d'Asie du Sud-Est, ces longues barges circulent nuit et jour pour prélever du sable. Une extraction qui provoque une érosion des berges et l'effondrement de constructions, comme cette maison. J'ai entendu un boom. Je me suis précipitée dehors et tout a disparu. Je ne dormais pas là cette nuit-là, sinon je serais morte. Cette habitante a tout perdu, en une nuit. Sa maison et son restaurant attenant dans lequel elle avait investi des milliers de dollars. Je ne dors pas bien depuis. Si l'érosion se reproduit, tout va encore disparaître. Où pouvons-nous vivre ailleurs qu'ici? Il n'y a pas d'autre endroit où vivre. Si nous louons une chambre à l'extérieur, elle ne suffira pas pour ma famille de 5 à 6 personnes. Dans le delta du Mékong au Vietnam, 47 millions de mètres cubes de sable sont extraits chaque année. Selon des données du gouvernement vietnamien, près de 2000 maisons et au moins 750 km de berges ont disparu sous l'effet de l'érosion entre 2016 et 2023. Des dizaines de milliers de personnes sont menacées de déplacement. L'érosion a transformé les logements des résidents en zones dangereuses. Il leur est donc difficile de continuer à y vivre. Comme ils vivent le long des rivières et qu'ils ont toujours été vendeurs, c'est leur principale source de revenus. S'ils doivent partir et s'installer dans une nouvelle zone, leurs moyens de subsistance s'en trouveront affectés. Le gouvernement vietnamien a investi des centaines de millions de dollars dans des projets comme des digues pour prévenir l'érosion. Mais beaucoup de ces structures se sont elles-mêmes effondrées dans le fleuve. Les réserves de sable s'amenuisent à cause de l'exploitation intensive, mais aussi des barrages hydroélectriques construits en amont sur le Mékong qui retiennent une partie des sédiments nécessaires au renouvellement des stocks. Que le Vietnam le veuille ou non, il n'y aura plus de sable dans 10 ans. Ce sont les derniers grains que nous draguons. Depuis quelques années, le pays se tourne vers son voisin cambodgien pour s'approvisionner. Les importations de sable ont triplé en 2023. Les besoins sont immenses, pour le bâtiment, mais surtout la construction de centaines de kilomètres d'autoroutes. Pascal Peduzzi, le sable des rivières, des fleuves est particulièrement convoité pour sa qualité, mais en siphonnant ces fonds aquatiques, on freine finalement le charriage naturel du sable. Oui, absolument. Et on change le cours d'eau. C'est-à-dire que quand on change la forme, en creusant, on change la forme du lit de la rivière, qui va donc couler plus lentement ou plus rapidement, ce qui peut avoir un impact sur le niveau des nappes phréatiques, sur les inondations, les sécheresses, sur l'érosion des berges, sur des matières en suspension qui se retrouvent dans l'eau, qui vont impacter la faune et la flore. Vous avez raison de dire que le transport, il est ralenti. Il y a aussi sur le Mékong, il y a des barrages qui ont été construits, qui font que les sédiments, comme le sable est bloqué dans ces barrages, alors que plus loin, on va l'extraire et donc changer la forme du delta, qui déjà est en train de s'enfoncer parce qu'on extrait trop d'eau. On a la hausse du niveau des mers, on extrait de l'eau et en plus on enlève du sable. Donc tout ça, ça cause énormément de problèmes environnementaux et de problèmes sociétaux. Le Vietnam semble avoir pris des mesures pour limiter en tout cas cette extraction à l'intérieur du pays, mais se tourne dès lors vers le Cambodge voisin. Et ça peut créer des tensions. On repousse finalement le problème ailleurs. Le Cambodge qui a déjà beaucoup donné de sable pour énormément, notamment pour Singapour, mais pour d'autres également. Donc le sable est très exploité déjà dans ce pays. Donc ça a des impacts, encore une fois, sur les pêcheurs, sur la population de crabes, d'oiseaux, de poissons, tout ce qui dépend en fait du sable. Donc on a des impacts qui sont très importants. Et si on enlève au Vietnam, on va le chercher ailleurs. On ne fait qu'étendre le problème à d'autres pays. Le sable va de plus en plus manquer. Est-ce qu'on va vers une pénurie? Alors, c'est déjà clairement le cas. Par exemple, à Manille, en Philippines, l'aéroport est en arrêt de construction par défaut de sable pour étendre sa piste d'atterrissage. Donc on voit qu'on arrive à une pénurie. Les petits pays insulaires sont les premiers visés parce qu'eux, ils ont très peu de matériaux à disposition. C'est un problème aux Maldives. Et puis, alors, plus proche de chez nous, les pays qui n'ont pas de montagne, comme la Belgique, le Danemark ou les Pays-Bas, eux, ils ont très peu de ressources à disposition. On estime qu'il reste 80 ans pour la Belgique et un peu moins pour les Pays-Bas. On est au cœur là des limites planétaires, avec en plus la problématique environnementale, la biodiversité qui est évidemment touchée. Oui, clairement, c'est d'abord, avant tout, la biodiversité qui est impactée, mais aussi nos capacités de résistance face au changement climatique.
Le sable est en fait un autre angle de raconter la même histoire de notre rapport aux ressources naturelles qui est un rapport non durable. On ne peut pas pêcher plus de poissons qu'ils n'en se reproduisent, on ne peut pas couper plus d'arbres qu'ils n'en poussent. C'est la même chose avec le sable. Le sable se reproduit, se produit par érosion sur des échelles géologiques et nous on l'utilise à une échelle astronomique. Comment freiner, voire stopper cette exploitation? Peut-on se passer du sable? Ça va être très compliqué parce que toute notre industrie de construction, en fait, elle est calquée sur la production de béton. Donc on a tout fait, les ingénieurs, les architectes, tout est fait pour faire avec du béton. C'est un peu la solution miracle qu'on a utilisée, mais le béton, en fait, il ne dure pas très longtemps. C'est 60 à 80 ans. Il faudrait réduire le gaspillage de sable. On peut aussi prolonger la vie des bâtiments en les réparant plutôt qu'en les détruisant. On peut les transformer. On peut récupérer du béton pour le recycler. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à faire et aux Pays-Bas, ils le font très, très bien. On peut même récupérer dans les cendres de déchets. Pour ça, il faudra adapter notre législation. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier en Suisse pour laver ces cendres, pour récupérer les matériaux de métaux lourds qui sont très utiles. Et ensuite, avec les cendres propres, faire en substitut par rapport au sable. Donc on a des solutions. On peut aussi construire en paille, en bois. Il y a d'autres matériaux de construction. Le béton, ce n'est pas la solution à tout, d'autant plus que la fabrication de ciment émet énormément de gaz à effet de serre, à peu près 8% des gaz à effet de serre. Il y a donc des alternatives. Merci beaucoup Pascal Peduzzi. Je rappelle que vos rapports sont accessibles sur le site unepgrid.ch. Voilà, l'adresse s'affiche à l'instant. Merci infiniment. Merci. La Suisse également est friande de sable et de gravier, qui sont principalement d'origine nationale. Car la Suisse est une grande consommatrice de béton, matériau qui a révolutionné la construction. C'est aussi historiquement lié au développement particulier du génie civil dans le pays. Il faut remonter à la période des grands chantiers des années 50 à 70 qui ont englouti d'énormes quantités de béton, comme on va le voir à travers quelques archives. Dans notre pays, on bâtit, on construit à un rythme frénétique. Tout cela, bien sûr, demande énormément de béton. Aussi cherche-t-on des solutions rationnelles pour sa fabrication. Symbole après-guerre d'un avenir meilleur, jugé pratique et efficace, avec sans doute ce petit côté propre en ordre qui n'est pas pour déplaire en Suisse, le béton armé a connu ses heures de gloire dans les années 50 à 70, la période des grands chantiers et du génie civil triomphant. Un lac artificiel gelé, 2 murs, 2 barrages. Le premier, l'ancien, 70 mètres de hauteur. Le second, le nouveau, 284 mètres de hauteur. Pour beaucoup, le complexe hydroélectrique de la Grande Dixence se résume à cette masse de béton posée entre 2 montagnes. Ces images ont été tournées au cours des travaux. C'est le futur barrage. Le bétonnage a duré 9 saisons d'été. Chaque jour, on y a coulé près de 10 000 mètres cubes de béton. À titre de comparaison, avec le même volume, on aurait pu construire un mur de 1 mètre de hauteur et de 15 cm de largeur tout autour de la Terre. Barrages spectaculaires, mais aussi gigantesques tunnels, routes et ponts. Face à une topographie montagneuse, ces infrastructures ont contribué à fédérer le pays. Mais en le cimentant, son visage s'est transformé. Ce ne sont pas toujours les résultats qui mutilent un paysage, mais les moyens pour y parvenir. Là où l'on a besoin de ciment pour construire une autoroute, il faut le fabriquer sur place, ce qui nécessite des installations en hauteur. D'autre part, comme c'est la nature qui fournit la matière première, on n'hésite pas à creuser d'immenses carrières. Autant de blessures qui ne se cicatriseront jamais. Le béton est de plus en plus pointé du doigt. Au fil des années, on prend conscience qu'il n'est pas toujours aussi solide et qu'il peut même mal vieillir. Les convictions se fissurent alors, laissant s'affirmer controverses et rejet du tout béton. Voilà pour les archives. Ces dernières années, en Suisse, le secteur de la construction affiche une certaine prise de conscience en termes de durabilité. L'utilisation du béton recyclé en est un exemple, mais sans pouvoir suppléer, à l'heure actuelle, les ressources naturelles exploitées. Avant de se quitter, je vous recommande encore la lecture de 2 ouvrages qui viennent de paraître, Géopolitique du sable, de Julien Bueb, aux éditions du Cavalier Bleu, et Sur la piste minérale, enquête sur la filière du sable en Asie du Sud-Est, de Dolores Pertret, aux éditions Métis Presse.
Merci de nous avoir suivis. Géopolitis est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde que vous pouvez retrouver en tout temps sur les différentes plateformes et via notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.